On enregistre. Alors, bonjour, Monsieur Boudreau. Bienvenue pour à la découverte, une petite découverte différente, étant donné qu'on peut pas qu'on peut pas voyager vraiment. Alors, on va découvrir notre petit coin de pays. Alors, je vous laisse aujourd'hui pour la présentation des beaux villages sur le Saint-Laurent. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Boudreau. Bien, merci beaucoup, Julie. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Contrairement à mes habitudes lors de ces conférences-là, je ne vous amène ni en Europe ni aux États-Unis, mais je vous amène tout près de chez nous, près de vos racines même. Et dans l'histoire même de notre pays, je vais pas aborder cette histoire-là ou ces villages-là sous l'aspect des dates historiques ou des hauts faits d'armes dont nos ancêtres ont fait la preuve. Je vais plutôt me concentrer en tant qu'architecte sur la façon dont des si beaux villages se sont développés le long du Saint-Laurent et ont constitué le magnifique patrimoine bâti que nos ancêtres nous ont légué. Alors, dans cette première conférence, je vais me concentrer sur les villages sur la rive nord du Saint-Laurent. Plus tard, dans quelques semaines, je vous donnerai une autre conférence sur la rive sud du Saint-Laurent. Alors, avant de commencer et d'aller plus loin, je vais vous expliquer le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un peu du régime seigneurial et du chemin du roi, qui sont les deux éléments principaux qui ont constitué nos villages le long du Saint-Laurent. Puis, nous allons aller visiter le village de Saint-Sulpice, puis la visitation de l'île du Pas. Après ça, nous allons nous déplacer au-delà de Trois-Rivières, à Batiscan. Nous allons terminer tout près de Québec, à Deschambault. Alors, pour vous parler d'abord du régime seigneurial. Le régime seigneurial, c'est le régime selon lequel soit le roi ou les représentants du roi en Nouvelle-France attribuaient des portions de territoire à un seigneur. Ce seigneur-là était habituellement choisi parmi soit l'élite des commerçants ou ça peut être d'une communauté religieuse ou même des militaires. Et le devoir du seigneur à qui on attribuait une portion de territoire, c'était de le peupler, de le coloniser. Alors, la tâche première du seigneur, c'était de trouver des colons pour venir travailler et s'établir sur ces terres. La façon dont le seigneur séparait ou divisait les lots était commune à toutes les seigneuries, c'est-à-dire que ici, si on voit le schéma, on voit la rivière, mettons que c'est le fleuve, vous aviez une bande commune le long de la rive qui était accessible à tous, et de là partaient les terrains que les colons se voyaient confier. Alors, c'était des rectangles très, très étirés, pour que tout le monde, à peu près, ait accès au fleuve, qui était à ce moment-là la seule route de communication dans la colonie, c'était le fleuve. Alors, vous aviez toutes ces lots-là qui étaient alignés le long du fleuve et il existait des rangs. Le rang, c'était le chemin qui était parallèle au fleuve et qui réunissait ensemble tous les terrains des colons. Et après ça, quand le premier rang était comblé, là, on allait au deuxième rang et c'était d'autres lots qui s'appelaient le deuxième rang. Un chemin, par exemple, qui était perpendiculaire au fleuve, qui réunissait les rangs, ça s'appelait une montée. Bon, le devoir du seigneur, c'était de construire un moulin banal où les colons établis sur sa seigneurie pouvaient aller faire moudre leurs grains de leur récolte. Les colons étaient tenus de payer une redevance annuelle au seigneur et souvent, ça se faisait sous la forme d'un bien. Quand les colons allaient faire moudre leurs céréales, ils en donnaient une portion qui équivalait à peu près à 1/14e comme dette pour acquitter la dette qu'ils avaient envers leur seigneur. Bon, ça, c'était le régime seigneurial qui s'est été établi à pas mal tout le long du Saint-Laurent. Maintenant, je vais vous dire quelques mots du chemin du roi. En l'an 1700, il n'y avait à peu près pas de route où il n'y avait aucun réseau
de routes reliées ensemble au Québec. Il y avait quelques bouts de route ci par là, mais rien de structuré. Et alors, le Conseil supérieur de la colonie a ordonné de tracer une route qui relierait Montréal à Québec. Et ça a pris 30 ans à construire, mais on y a réussi. On a fait une belle route de 24 pieds de large sur 280 km de long qui reliait Montréal à Québec et qui passait par la même occasion en travers 37 seigneuries le long de la rive nord. Et de cette façon-là, les gens pouvaient communiquer d'un village à l'autre et même aller soit à Montréal ou à Québec ou les deux. Et pendant 150 ans, sur le chemin du roi, ont circulé des calèches, des diligences, même en hiver des carrioles qui transportaient les gens d'une place à l'autre. Au bout de 150 ans, c'est le chemin de fer qui a pris la relève au 19e siècle. Sur ce chemin du roi, il y avait pas moins de 29 postes de relais. Qu'on ne s'imagine pas que la notion actuelle de village-relais comme les Berthier, que c'est nouveau. Ça existait même au début de la colonie parce que les gens devaient, évidemment, parce que ça prenait 2 jours au total à cheval, faire Montréal-Québec. Et entre-temps, il fallait que les gens se nourrissent, il fallait qu'ils couchent en quelque part. Alors, à l'époque, là, Berthier, c'était la place où les gens s'arrêtaient pour manger le midi. Soit qu'ils étaient partis de Montréal et qu'au bout de 3-4 heures, ils étaient arrivés à Berthier et là, c'était l'heure du dîner, ou soit qu'ils partaient dans le centre de Trois-Rivières et ils arrivaient à peu près en même temps pour dîner à Berthier. À Trois-Rivières, ça, c'est l'endroit où les gens couchaient parce que c'était à peu près à mi-chemin entre Montréal et Québec. Alors, toujours est-il que ce chemin du roi-là a été vraiment une bénédiction pour le développement de la colonie parce que, comme je l'ai dit, c'était plus seulement le fleuve qui reliait les villages ensemble, mais une route en bonne et due forme. Alors, le premier village qu'on va visiter, c'est Saint-Sulpice. Alors, en 1640, il y a une seigneurie située entre l'Assomption et la Valtrie qui a été cédée à messieurs Pierre Chevrier et Jérôme Leroyer. En 1664, elle passe entre les mains de l'ordre des Sulpiciens, qui lui donnait évidemment le nom de leur fondateur, Saint-Sulpice. À partir de 1680, les premiers colons défrichent le territoire. Et en 1715, un moulin à farine entre en activité. Une première église de bois est érigée en 1706, mais une église de pierre la remplace en 1723. L'église actuelle a été autorisée par Monseigneur Panet, qui était évêque de Québec, en 1830, avec des chapelles latérales et une sacristie. Cette église a été finie de construire en 1832, œuvre de Victor Bourgault. Le plan du bâtiment s'inscrit dans le courant d'architecture renouvelé par Thomas Baillarger. La façade est dotée d'un portail de style dorique qu'on voit ici, et les ouvertures sont toutes en ogive du style gothique, et il y a un oculus ovale dans le haut de la façade principale. Voici une porte d'entrée de forme gothique. À l'intérieur, l'église est fortement gothique, mais d'inspiration britannique, mais qui est demeurée élégante malgré tout, grâce à son grand dépouillement et à sa retenue. Cette église a été classée bâtiment patrimonial en 1959, ainsi que des objets patrimoniaux à l'intérieur. Depuis ce temps, l'église a fait l'objet d'une restauration. Je pense qu'à ce moment-là, on a rajouté ce petit édicule à l'arrière de l'église. Je pense que c'est pour des raisons de sécurité, on a dû rajouter une issue de secours et on a construit ça pour protéger la nouvelle porte. Alors, ça, c'est une église, une chapelle de procession qui se trouve dans le cimetière à l'arrière de l'église. Ça, c'est le presbytère à côté de l'église qui date de 1883.
Il a abrité pas moins de 15 curés et des dizaines de vicaires, évidemment. Ça, c'est l'autre façade du presbytère. Alors, évidemment, on est le bord de l'eau. Le village s'est développé selon deux axes. La rue Notre-Dame, qui est aujourd'hui le chemin du Roi, et l'ancien chemin du Roi qui s'appelait qui est la rue Bordelot, qui est située entre le fleuve et la rue Notre-Dame. On va voir d'abord les belles maisons sur la rue Notre-Dame. Ici, une maison en pierre avec un toit en métal. Ici, une maison de style un peu plus campagnarde avec le toit qui se prolonge pour protéger la véranda. C'est 3 lucarnes. Ici, une autre maison avec un toit mansard et sa belle véranda. Ici, une maison de pierre avec un toit mansard également et une magnifique véranda. Bon, ici, c'est la plus vieille maison de l'Assomption. C'est la maison Beaupré, qui date de 1773. Elle a été construite par François Beaupré. Son petit-fils Benjamin a eu un fils qui est devenu le géant Beaupré, qui mesurait 8 pieds de haut. Cette maison, comme vous pouvez le voir, a été grossièrement agrandie et modifiée au fil des ans au point qu'on n'en reconnaît plus ou pratiquement pas le bâtiment d'origine. Tout ce qu'on voit, c'est les 3 lucarnes et ces 2 cheminées. Le reste, ça a été agrandi à l'avant comme je te pousse. Bon, il y a d'autres belles maisons également sur la rue Notre-Dame. Bon, maintenant, on va aller voir les maisons sur la rue Bordelot. Comme j'ai dit, à une certaine époque, c'était le chemin du Roi. Alors ici, c'est la maison Gour qui date de... la maison Gour date de... Attendez un peu... de 1820. M. Pierre Gour avait un moulin à farine qui desservait les habitants de l'Assomption et de Saint-Sulpice entre 1807 et 1828. À la fin du 19e siècle, on a rajouté un toit mansard et on a recouvert les façades de pierre par du déclin de bois. Ici, encore, sur la rue Bordelot, face au fleuve, c'est la magnifique maison Duhamel qui est très, très bien conservée. Et ça a été la résidence du sénateur Rainville entre 1932 et 1942. Il y a plusieurs autres maisons le long de la rue Bordelot qui, sans être patrimoniales, sont quand même un peu dans l'esprit des maisons anciennes. On voit celle-ci, par exemple, et celle-là aussi avec ses 3 lucarnes. Bon, Saint-Sulpice, évidemment, comme c'est sur le bord du fleuve, il y a une importante marina, la marina Brosseau, qui donne accès, entre autres, aux îles qui se trouvent en face de Saint-Sulpice, les îles Bouchard et l'île Ronde, qui font partie de la municipalité. On voit ici une vue aérienne de ces îles-là. Alors, il y a eu une seigneurie Bouchard, dont M. François Desjourdis Moreau a été le seigneur lorsqu'il a épousé Louise-Catherine Ronan en 1705, qui lui apporta cette seigneurie-là en dot. Ils y ont élevé leur famille de 7 enfants. François, qui était né en France, n'en poursuivit pas moins sa carrière de militaire et il devint éventuellement le gouverneur de Trois-Rivières, où il mourut en 1726. Sa femme revint à l'île de Bouchard et elle mourut quant à elle en 1757 dans son manoir. Il y a un vignoble qui a été aménagé sur l'île Bouchard dans les années 2000 avec son magnifique manoir attenant qui, je pense, a été la proie des flammes vers 2011, à ce qu'on me dit. Bon, maintenant, je vous amène à la visitation de l'île du Pas. Là, on change d'échelle nettement, hein, parce que là, vous aviez une population de 6700, je pense, à Saint-Sulpice, qui est en train de devenir tranquillement une ville dortoir de Montréal. Tandis qu'à l'île du Pas a quand même conservé son authenticité un peu rurale, bien qu'elle ait une vocation mixte actuellement, elle est moitié agricole et moitié résidentielle.
sa proximité de l'île avec les canaux des îles de Berthier évoque une espèce de langueur, une espèce de farniente qui est surtout très évidente au coucher du soleil. Alors, le nom de l'île a été donné en partie à cause de la visitation que la Vierge Marie avait faite à sa cousine Élisabeth alors qu'elle était enceinte de Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et également à Pierre du Pas, qui a été le premier seigneur de ces îles. Pierre du Pas était un militaire du régiment de Carignan. Et il était venu pratiquer, il est allé s'établir à l'île du Pas après avoir terminé son service militaire. Il était arrivé en France. Il était arrivé de France en 1665. Alors, il s'est établi sur l'île à partir de 1672. À son décès, la seigneurie a été vendue à son créancier Charles Aubert de Lachenay. Ah oui, je voulais dire aussi, les colons qui sont venus s'établir à l'île du Pas venaient de la municipalité de Champlain, tout près de Batiscan, au-delà de Trois-Rivières. Et à Champlain, l'église s'appelle Notre-Dame de la Visitation. Alors, on pense que peut-être que ces colons-là ont eu une grande influence dans le choix du nom de la municipalité. Au début des années 1900, l'agriculture du village était presque entièrement consacrée à faire pousser du foin pour nourrir le bétail. Ils en produisaient tellement, semble-t-il, qu'ils étaient même exportés aux États-Unis. Alors, jusqu'à la construction du premier pont de bois en 1938, l'île était un peu coupée de la terre ferme, sauf pour les ponts sauf en utilisant des chalands et les ponts de glace l'hiver. Alors, on voit qu'il y a encore une partie tout à fait agricole à l'île du Pas. L'île du Pas, c'est un peu synonyme d'inondation. À chaque printemps, il y a toujours une partie ou une autre de l'île qui est inondée. La pire inondation a eu lieu en 1865, alors qu'il y a 15 résidents qui ont péri et il y a 27 maisons qui ont été emportées par les flots. Actuellement, au début du 20e siècle, il y avait à peu près une population de 1000 personnes à l'île du Pas. Maintenant, on est en bas de 700. Il faut dire que les familles sont moins nombreuses qu'elles étaient. Il est agréable de se promener en bicyclette à l'île du Pas, ainsi qu'à l'île Saint-Ignace, à cause de la proximité du fleuve et aussi le fait que le terrain soit tout à fait plat. Sur l'île du Pas, ce n'est pas possible de faire une boucle parce qu'il n'y a pratiquement qu'une seule rue à l'île du Pas. Mais par contre, rendu à l'extrémité de l'île, on peut prendre un bac l'été qui vous amène sans problème jusqu'à Saint-Barthélemy sur la terre ferme. On peut également pratiquer la pêche et la chasse comme le faisaient les Amérindiens avant que les colons viennent s'établir sur les îles, parce que c'était vraiment un endroit où les Amérindiens venaient à la chasse et à la pêche. Il y a évidemment, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de belles résidences qui sont certaines relativement récentes, d'autres plus anciennes. Une très jolie maison. Une grange un peu biscornue. Une très jolie maison également. Bon, la modeste mais élégante petite église en briques date de 1852. Le presbytère à côté date de 1837. Victor Bourgault a dressé les plans de l'église dans le style gothique, un peu comme à Saint-Sulpice. La municipalité a sur ses armoiries 3 cercles. Chacun des cercles représente une des 3 îles qui constituent la municipalité. Vous avez l'île aux Castors, l'île du Pas et l'île Saint-Amour. Il y a également sur les armoiries une gerbe de blé qui représente le fait que, comme j'ai dit au début
20e siècle, on produisait énormément de foin à l'île du Pas. Si petit soit-il, on voit le calvaire derrière l'église et le cimetière. Si petit soit-il, ce village a un lien avec deux personnages qui sont illustrés dans l'histoire de notre pays. D'abord, Louis Riel et la Vérendrye aussi, je vais vous en parler un peu. En 1704, il y a un dénommé Jean-Baptiste Riel qui épouse à l'île du Pas une Marie-Louise Coutu. Parmi leurs descendants, on retrouve Louis Riel, qui était le chef des Métis du Manitoba et qui a été pendu pour sédition sur l'ordre du premier ministre canadien John A. Macdonald. Certains le considèrent comme un martyr politique. Pierre Gauthier de la Vérendrye, découvreur de l'Ouest canadien, a vécu à l'île du Pas de 1713 à 1727. Il s'était marié en 1712 avec la fille du seigneur de l'île du Pas dans l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec. Ils ont vécu sur l'île dans une maison pièce sur pièce que la Vérendrye avait bâtie lui-même. Ils ont eu 6 enfants sur cette ferme où il a pratiqué une culture maraîchère et faisait l'élevage d'animaux. En 1735, la Vérendrye décide de se lancer dans la traite des fourrures en compagnie de 2 de ses fils et ils partent pour les Grands Lacs. Subséquemment, après moult péripéties, il part à l'exploration de l'Ouest et des montagnes rocheuses. Il est décédé finalement en 1749 sans avoir rejoint l'océan Pacifique, mais son fils Louis-Joseph prendra la relève. Ici, on voit la statue de la Vérendrye sur la façade de l'Assemblée nationale à Québec. Comme je vous dis, l'île du Pas, pour moi, c'est évocateur de farniente, surtout à la tombée du jour. Bon, maintenant, je vous amène à Batiscan. Là, on est en Mauricie. On a passé Trois-Rivières. Batiscan, c'est le village qui se trouve entre Champlain et Saint-Anne-de-la-Pérade. Son territoire se trouve à la rencontre de la rivière Batiscan, qui est une rivière très importante, et le fleuve Saint-Laurent. Et c'était le lieu préféré de rencontre des Amérindiens. D'ailleurs, le mot Batiscan signifie brume légère en montagnais. En mars 1639, la seigneurie de Batiscan est cédée aux Jésuites pour qu'ils puissent voir l'évangélisation des Autochtones qui s'y trouvaient. Batiscan fait partie de ces villages linéaires qui s'étendent le long du chemin du roi. Ça, c'est une photo que j'ai prise de l'autre côté du fleuve à partir de Saint-Pierre-les-Béquets. On voit très bien quand même, avec un zoom, l'église de Batiscan. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que Batiscan va connaître un essor économique important parce qu'on va commencer à exploiter les ressources de la forêt. Au nord de Batiscan, Sainte-Geneviève de Batiscan, on va se mettre à bûcher dans les bois et il y a des compagnies de papier qui vont s'installer le long, des moulins à scie qui vont s'installer le long de la rivière Batiscan. Et on a même fait à une certaine époque la drave sur la rivière Batiscan, un peu comme on le faisait sur la rivière Saint-Maurice. Alors, il y a eu également des industries reliées à l'agriculture qui se sont pointées au 19e siècle, comme des beurreries, des fromageries qui ont fait leur apparition. Bon, ceci, c'est un monument sur le terrain en face de l'église qui commémore le tricentenaire en 1954 de la fondation de la paroisse, donc en 1654. Ici, c'est un autre monument en face de l'église, dans l'axe de l'église du Sacré-Cœur, pour commémorer l'année sainte de 1925. Alors, les gens de Batiscan sont très fiers de leur résidence. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il existait une espèce de concours conjoint entre les 3 municipalités de Champlain, de Batiscan et de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour mettre en valeur le patrimoine bâti de chacun des villages. Et les gagnants du lauréat ont vu s'installer devant leur maison une plaque disant qu'ils avaient gagné ou qu'ils font partie du beau patrimoine de ces villages-là. Alors, j'ai fait de la photo seulement des lauréats de Batiscan.
Alors, vous voyez une magnifique maison avec sa belle véranda. Ici, c'est plutôt l'aménagement paysager qui est mis en valeur. Ça, c'est une maison tout près de l'église. C'est une belle maison en pierre à la sortie du village. Bon, ça, je vais vous raconter ce bâtiment-là. Ça s'appelle le Bureau des signaux. Et c'est situé sur le quai municipal. Ce bâtiment-là a été construit en 1907 et il a été en opération jusque dans les années 60. C'est le gouvernement fédéral qui est en charge de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent qui a senti le besoin de donner des aides à la navigation pour les bateaux qui circulent sur le fleuve lorsqu'il y a des conditions difficiles, des tempêtes, des épais brouillards, des orages, etc., des grands vents. Alors, ils ont installé des bureaux de signaux. On en verra un peu plus tard à Grondines également. Alors, la personne qui était en charge, il y avait quelqu'un jour et nuit qui était en charge ici à l'étage dans le bureau, et il surveillait la navigation sur le fleuve. Et quand il y avait des risques pour la navigation, il sortait sur l'un des balcons et il agitait des drapeaux, il faisait des signaux lumineux pour les bateaux selon un code préétabli, où il hissait sur le mât des drapeaux en conséquence. Et il pouvait également communiquer par télégraphie avec les bateaux. Alors ça, c'est le bureau des signaux que la ville de Vatican a décidé de classer comme monument patrimonial municipal, si on veut. Alors, ils vont entreprendre bientôt la restauration de ce bâtiment-là et ils vont y installer leur bureau de tourisme local. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une magnifique plage de sable le Vatican, de sable fin, comme vous pouvez voir ici, juste à côté du bureau des signaux, à côté du quai municipal. Et voici une autre vue du bureau des signaux. Alors, je vais vous amener à visiter l'église de Vatican qui est dédiée à Saint François-Xavier. Elle a été construite en 1866 par l'architecte Zéphirin Perrault. C'est un véritable bijou de l'architecture néogothique. Alors, on a vu à Saint-Sulpice, il y a une église néogothique, à l'île du Pas également, et ainsi qu'à Vatican. C'était le mouvement architectural à la mode au 19e siècle. C'est une des plus vieilles églises où le décor en plâtre moulé existe encore dans son état d'origine. On voit ici, il forme un très bel ensemble religieux avec le presbytère qu'on voit ici à côté. Et le cimetière qui est immédiatement derrière l'église. Alors, l'église contient le superbe tabernacle de Levasseur réalisé en 1742 et le tableau de Saint-François-Xavier aux Indes qui avait été importé de France en 1732, ainsi que le tableau de la Vierge et l'Enfant, vieux de 250 ans, et de sculptures en bois qui datent du 18e siècle. Au début du 20e siècle, les orgues Casavant sont installés dans l'église. Ça, c'est le presbytère actuel, juste à côté de l'église, un très joli bâtiment avec le lierre qui grimpe sur l'un des coins du bâtiment. Bon, ceci, c'est le vieux presbytère de Vatican, qu'on appelle, qui est situé à peu près 4 ou 5 kilomètres à l'extérieur du village. Parce qu'il avait été construit au début, il y avait eu un presbytère construit en 1696 par les Jésuites et qui a été démoli éventuellement et qui a été remplacé par celui-ci. Quand on a reconstruit celui-ci en 1816, on y a intégré les poutres, les portes et les fenêtres qu'on avait récupérées du vieux presbytère de 1696. Alors, le presbytère a servi jusqu'en 1867, alors que là, l'église a été construite au centre du village, qu'on vient de voir, et le curé a simplement déménagé dans le nouveau presbytère à côté de l'église, plutôt que d'être à 4-5 kilomètres de son église. Alors, c'est un des mieux bâtiments les mieux préservés au Québec. Il est la propriété du ministère des Affaires culturelles depuis 1964.
Alors, c'est un bâtiment qui mesure 56 pieds par 35 pieds avec des murs extérieurs imaginés de 3 pieds d'épaisseur. La plupart de ces brasseries datent de 1835, alors on a fait une restauration. Les plafonds et les cloisons en pin n'ont jamais été peinturés. Cette maison a été restaurée avec intelligence et amour par M. Albert Descaries, qui s'en est départi au profit de l'État québécois. Et on peut le visiter, évidemment, c'est un monument accessible au public. Et les guides sont déguisés en jésuites, comme vous pouvez voir, avec la capine sur la tête et la soutane. Sur le terrain, devant l'église à Vatican, il y a cette représentation de M. William Pierre Grant, qui est un notable de la place, semble-t-il. Alors, M. Grant était né en 1872 à Chicoutimi. Son père était un anglophone, un marchand, et sa mère une francophone. M. Grant a terminé ses études à Trois-Rivières. Immédiatement après ses études, il a été engagé par l'un des moulins à scie près de Vatican, sur la rivière Vatican, celui de l'International Paper. Et finalement, après ça, il a fait une carrière politique. Il a été élu député du comté de Champlain au fédéral à 3 occasions, en 1925, en 1927 et en 1931. À partir de 1935 jusqu'à son décès en 1943, il était le registraire du comté de Champlain. De par son mariage, il était devenu l'oncle par alliance de Maurice Duplessis. Bon, maintenant, on quitte Vatican et on arrive à Deschambault, pas loin de Québec. En fait, on est à 60 km à peu près avant Québec. Alors, ce village-là avait été cédé à la Compagnie de la Nouvelle-France en 1640. En 1671, Jacques-Alexis Fleury, sieur de Deschambault, épouse l'héritière de la seigneurie et en devient propriétaire en 1683. Situé sur le chemin du roi, Deschambault domine le Saint-Laurent à partir du cap Lauzon, d'où on peut admirer les dangereux rapides qui ont arrêté Jacques Cartier, ainsi que l'îlot Richelieu, qui se trouve plus près de la rive sud, en fait, comme on veut voir ici, et qui a été transformé en poste de traite de fourrure en 1633. On voit qu'il y a des récifs qui nuisent à la navigation et qui peuvent être un danger. Alors, sur le cap Lauzon, on retrouve, avant de vous parler du cap Lauzon, je vais y revenir, mais avant ça, je vais vous amener à quelques kilomètres à l'extérieur du cap Lauzon, justement le cœur de Deschambault, sur une belle rivière où on a construit en 1767 un petit moulin et un gros moulin, celui-ci de 1802, sur le bord de la rivière pour moudre le grain. Alors, c'est un bâtiment en pierre magnifique d'inspiration française. On voit ici le petit moulin et ça, c'est le gros moulin. Il est classé monument historique depuis 1976. Alors, actuellement, le moulin qui était typique de la construction de ce temps-là abrite une exposition permanente au sujet des métiers traditionnels ainsi que des expositions temporaires d'art visuel. On voit la rivière à côté du moulin. Bon, maintenant, on retourne au cœur de Deschambault. Ici, près du cap Lauzon, à 2 pas de l'église, il y a le magasin général du village, qui, lui, a été bâti en 1866. C'est un commerce de proximité qui est tenu par des gens qui sont très respectueux des valeurs sociales et patrimoniales. Alors, ici, en s'arrêtant devant les comptoirs, les visiteurs suivront les traces des commis et des clients qui y ont commercé au fil des ans. Ça, c'est le vieux presbytère qui se trouve derrière l'église, le vieux presbytère de Deschambault, qui a été érigé entre 1815 et 1818. En pierre, il présente un plan rectangulaire d'un étage et demi avec un toit à 2 versants. Il y a un balcon, un perron et une cheminée. Il représente un bel exemple des maisons d'inspiration française bâties dans cette région au 18e et au 19e siècle.
Ce vieux presbytère a été remplacé par le presbytère actuel en 1872. Il a été restauré en 1955 et est classé immeuble patrimonial en 1957. Bon, voici l'église, la fameuse église de Deschambault, l'église Saint-Joseph. La première église avait été inaugurée en 1735. Elle a été endommagée par les Anglais lors de le passage de la conquête de la Nouvelle-France en 1759, mais elle avait été rétablie depuis. Comme elle était devenue trop petite, une nouvelle église a été inaugurée en 1839 d'après les plans de Thomas Baillarger. Elle mesure 116 pieds par 58 pieds. La façade comporte 2 clochers qui sont légèrement en retrait de la partie centrale. Cette façade de la partie centrale est de toute évidence inachevée. Elle aurait dû être beaucoup plus haute, normalement, selon les plans de Thomas Baillarger, mais on a dû, pour des raisons d'économie, arrêter la construction à ce niveau-là. La sacristie est greffée à l'abside dans le prolongement du chœur. On peut voir ici l'abside et la sacristie qui est greffée après le chœur. Cette superbe église se trouve au centre d'un ensemble religieux qui regroupe 2 anciens presbytères, un cimetière, un ancien couvent, le tout entouré de vastes espaces plantés d'arbres centenaires sur le Cap Lauzon. Alors, cette église néogothique a été classée bien patrimoniale en 1965. Alors, elle était à la fois représentative de l'architecture de son époque et originale par plusieurs aspects. Cette église est un bâtiment d'exception. À l'intérieur, il y a 6 statues en bois grandeur nature réalisées entre 1820 et 1924 par Thomas Baillarger et par son père, François Baillarger, peintre, sculpteur et architecte. Ça, c'est le couvent de Deschambault, situé à peu près en biais avec l'église. C'est le couvent des Sœurs de la Charité de Québec. Il a été construit en 1861, agrandi en 1972 et en 1984. Il est maintenant de la propriété de la municipalité qui y a installé sa bibliothèque municipale, une école de musique, les bureaux de la fabrique et quelques organismes communautaires. Ici, il y a le cimetière avec son magnifique Christ en croix polychrome, juste à côté du couvent. Ça, c'est si on veut, le nouveau presbytère qui date de 1872 comparé au vieux presbytère qui est fermé. Alors, dans ce presbytère-là, se côtoient la mairie de la municipalité et les responsables de l'Église. C'est un grand bâtiment quand même et en très bon état. Ici, il y a un four à pain juste à côté du presbytère. Bon, ici, c'est le manoir de la Gorgandière. Cette magnifique résidence qui se dresse à l'entrée du village n'est pas à proprement parler un manoir, bien qu'on le considère comme tel. Cette résidence a été construite au cœur de la seigneurie de la Gorgandière, une des plus anciennes du pays. Ce bâtiment porte le nom de la maison Jean Boudreau et était en ruine en 1936. Le gouvernement qui en était propriétaire a alors entrepris de le restaurer, même si à l'époque, les méthodes de restauration n'étaient pas aussi raffinées que maintenant. Et pourtant, le résultat a été tout à fait impeccable. On y a même rajouté, comme on peut voir ici à droite, une aile pour loger des services. Alors, c'est une maison typique avec une toiture très inclinée, sa cheminée centrale et ses 3 lucarnes. Alors, c'est la maison Jean Boudreau, qui est une résidence d'influence urbaine et néoclassique construite vers 1790 à Deschambault. Ici, c'est la maison Sowell, qui est située à l'extérieur du village et bien en retrait du chemin du Roi. C'est une résidence rurale d'inspiration française construite entre 1800 et 1825. Elle a été désignée bien national historique du Canada et reconnue par les Affaires culturelles du Québec en 1978.
Ça, c'est de toute évidence une ancienne école de rang, hein, si on en juge par le petit clocheton sur le toit, qui a été transformé, j'imagine, en résidence peut-être privée. Ici, une maison traditionnelle avec ses lucarnes et sa cuisine d'été. Bon, on va terminer en allant jeter un petit coup d'œil du côté de Grondines. Grondines se situe à peu près à 10 km avant Deschambault, mais les deux municipalités sont unies en une seule maintenant depuis la fusion des municipalités. Et à Grondines, il y a des choses quand même très, très jolies. On voit ici l'ancienne école qui a été construite en 1913 et qui ne sert plus d'école maintenant, qui abrite la bibliothèque municipale de Grondines et un centre d'accès à l'Internet. Ici, c'est le moulin à vent de Grondines, qui est très vieux, qui date du 17e siècle, si je ne me trompe pas, qui date de 1674 et qui a fonctionné comme moulin à vent pendant 200 ans, situé directement sur le bord du fleuve. Il a été transformé au début du 20e siècle par le gouvernement fédéral en bureau des signaux, un peu comme un Vatican, et on y a rajouté ce petit balcon pour que le préposé aux signaux puisse sortir sur le balcon et envoyer des signaux au bateau au large. Alors voilà, ça conclut ma conférence d'aujourd'hui. C'est sûr que j'aurais pu choisir d'autres villages, je sais que vous en connaissez aussi. Il y en a plein de villages, de beaux villages au Québec, même sur le Saint-Laurent. Et c'est pour ça que dans ma deuxième conférence, je vais mettre l'accent sur 4 villages de la Rive-Sud, pour ne pas être en reste. Je vais vous parler de Verchères, de Saint-Pierre-les-Bèquets, de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Michel-de-Bellechasse. Alors voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, je vais y répondre volontiers. Il faudrait rallumer vos micros. Oui, ça serait mieux. Ça irait mieux pour poser vos questions. Merci, M. Boudreau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ou des commentaires? Bonjour, M. Boudreau. Bonjour. Est-ce que vous avez visité Neuville, au loin de Québec? Neuville? Neuville? Oui. Ou encore Saint-Augustin-de-Desmaures? Oui, bien sûr. Il y en a plein d'autres beaux villages. J'ai dû me restreindre à 4 pour les fins de la conférence. D'accord, mais est-ce que vous allez penser éventuellement à parler de ces villages-là? Je pourrais faire d'autres conférences sur d'autres villages, oui, absolument. Pas de problème. Merci beaucoup. Si vous avez des demandes de villages, vous pouvez m'écrire un courriel, puis je les transmettrai à M. Boudreau. Comme ça, des demandes spéciales. Appelle-la. Julie? Oui. Bon, moi, je remercie M. Boudreau. Je veux remercier M. Boudreau. J'adore entendre parler des villages. Moi, je suis un Gaspésien, donc cette région-là, je la connaissais plus ou moins. Et j'ai beaucoup apprécié d'entendre, de voir le contenu des villages, de voir la vie aussi qu'il y avait dans ce temps-là. Et puis moi-même, j'ai fait de la recherche sur la maison des chrétiens. J'avais donc cherché la route. Et le monsieur avait une très bonne explication. La route, c'était le fleuve. Ça fait quand tu dis, oh, oui, absolument. Tu cherches dans le chemin, tu te trompes, il faut chercher. Oui. J'apprécie beaucoup votre expérience de vous avoir entendu. Et j'ai aimé aussi votre vocabulaire et votre facilité d'expliquer les choses. Je vous remercie beaucoup. C'était très enrichissant, en tout cas pour moi. Mais ça me fait plaisir, M. Raymond. Merci beaucoup. J'aime ça, les bons commentaires. Oui, Mme Chantal. Oui, moi aussi, je voulais remercier M. Boudreau. J'ai beaucoup aimé votre présentation, puis j'espère voir d'autres conférences. Très intéressant. Merci. Il y en aura d'autres. Merci. Merci beaucoup. Comme je vous dis, si vous avez des demandes spéciales, je les transmettrai à M. Boudreau. Vous avez simplement à m'écrire sur mon courriel jmorin@caboterie.com. Et avant que j'oublie, je veux juste vous dire que
on enregistre la présentation et elle va être disponible sur notre page YouTube, la page du CABA, sur la page Facebook aussi et sur notre site Internet. Donc, si jamais vous avez apprécié et que vous voulez la référer à des amis, il sera toujours possible de voir la conférence là, par la suite. Voilà. Est-ce que vous avez... Monsieur Bélan, oui? Oui, bonjour, M. Boudreau. Bonjour. Merci, moi aussi. En fait, je me suis rendu compte il y a quelques secondes que je suis allé l'année passée en balade près à Grondines, Oui, près de l'ancien moulin, juste à côté, il y a un quai aussi, puis on a fait un petit arrêt là. C'est très, très champêtre dans ce coin-là. Oui, et, tout à fait. On apprécie beaucoup, moi et ma conjointe, délaisser l'autoroute quand on va à Québec pour prendre le chemin du roi le plus souvent possible. Avez-vous continué jusqu'à Deschambault? Ce jour-là, je ne croirais pas, mais en regardant ce que vous nous avez présenté, je vais aller faire un tour. C'est plus champêtre l'été ou le printemps. Là. Mettons, à ce temps-ci de l'année, ça se prête un peu moins. La route entre Grondines et Deschambault est magnifique. D'ailleurs, vous allez croiser en cours de route le gros moulin de la Chevrotière qui vaut vraiment la peine. D'accord. Puis dans un prochain, une période hors COVID, on pourra apprécier aussi les nombreux cafés et les petits endroits pour s'arrêter. Ah, ben oui, ça, il y en a à Deschambault notamment. Oui. On espère bien, en tout cas. Oui. Oui. Moi aussi, on ne remercie pas toujours suffisamment. Alors, je vais répéter ce que les autres ont dit. Moi aussi, je veux remercier M. Boudreau parce que la conférence, je l'ai trouvée très intéressante. On s'est promené, nous autres aussi. Mon mari a souligné tantôt que la Maison des chrétiens, qui est elle aussi reconnue comme patrimoniale, elle est à l'île d'Orléans. Oui. Et puis, comme dit Raymond, on a donc cherché la maison parce qu'elle était très éloignée de la première rue qui avait été faite sur le bord de l'eau. Parce que toutes les maisons, les terrains sont tous en longueur, comme vous l'avez montré là, sur votre schéma au début. Là, c'est vraiment, les terrains étaient en longueur, et puis un à côté de l'autre. On s'approvisionnait de l'eau dans le fleuve. Hein? Et puis, la rue était sur le bord du fleuve. Mais aujourd'hui, à l'île d'Orléans, cette route-là n'existe plus. C'était une route à 1 kilomètre plus haut. Alors, avec ma sœur Gracia et mon beau-frère André, on a donc cherché. Mais les femmes, c'est plus tenace que des hommes. Hein? Alors, les hommes voulaient à tout prix, après 4-5 tours de l'île d'Orléans en auto, revenir sans avoir vu la maison. Et moi, j'ai dit non. On est venu pour voir la maison, on va la voir. On l'a vu, c'est qu'on s'est arrêté à une maison où les gens nous ont dit, ben votre maison, là, chrétien, là, est dans le fond là-bas, là. On l'a vu de loin et on a pris le petit chemin pour se rendre à la maison. Puis maintenant, cette maison-là est occupée par des Français. Et ils ont été très accueillants. Ils nous ont fait visiter au complet. Alors, pour vous, là, il me reste à vous souhaiter de vivre encore longtemps pour nous en faire découvrir encore plusieurs villages. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est gentil, hein? C'est bien d'avoir des beaux commentaires comme ça. Oui, M. Kempton. Bon, M. Boudreau, je vous remercie infiniment. Vous avez rendu intéressant, extrêmement intéressant, et de jour de découvrir, là. En tout cas, continue encore longtemps, et j'ai hâte de vous réentendre. Oui. Bon, parfait. Parlez-en à vos connaissances. Puis, si jamais, comme on dit, il y en a qui ont besoin de support technique pour aller sur Zoom, on est là au CABA. Ils ont juste à nous appeler, puis on va les aider. Là, je vais souligner une autre chose. Oui. J'ai bien souvent, depuis une quinzaine d'années, entendu parler de Vatican, spécialement Sainte-Geneviève de Vatican, parce que notre gendre, David Mani, a grandi là. Il a été élevé, ses parents, même son grand-père, son grand-mère, sont décédés dernièrement, et puis ils vivaient là à Sainte-Geneviève de Vatican. On en entendait parler, mais on n'avait jamais vu rien de ce village-là. Alors, encore merci pour nous avoir fait connaître Vatican.
Alors, ben si, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Un autre commentaire, mais celui-là, c'est pour Julie. Oui. Oui, merci à toi, Julie, qui nous organise des si belles activités. On remercie M. Boudreau, l'auteur de la conférence, mais en dessous de ça, il y a du monde qui a travaillé pour l'inviter. Hein. Oh, merci. Merci à toi, puis de bons vœux. Je ne sais pas si c'est une de nos dernières rencontres virtuelles, mais de bons vœux à l'occasion des fêtes. Même Oh, merci. Ben, vous allez entendre parler de nous avant les fêtes, là. Donc, ça, c'est certain. Mais c'est sûr qu'on essaie, on est beaucoup dans le service en soutien à domicile ces temps-ci, là. Mais on aimerait ça en faire encore plus sur Zoom. Ça va venir éventuellement, là. Mais vous avez une longueur d'avance. Vous avez accès à plein de contenus sur Zoom, dans le fond, parce que vous êtes capable de vous en servir maintenant. Donc, ça, c'est très bien. Fait que lâchez pas, puis merci beaucoup pour vos bons commentaires. Puis comme je vous dis, s'il y a quoi que ce soit, des suggestions... On est encore dans le soutien des personnes âgées, là, hein? Pardon? On est encore dans le soutien des personnes à domicile. Regarde, on est tous à domicile, là. Oui, c'est ça. Pour la santé mentale, ça, c'est important. Juste de voir le sourire, c'est très intéressant. Ah, bien, tant mieux. Gracia. Au revoir tout le monde. Oui, Gracia, votre micro est fermé. Ah, je pense que Mme Joly voulait parler. Ah oui, Gracia. OK, ça va. Oui, oui. Ben, un gros merci à M. Boudreau. C'est très intéressant. Puis, au plaisir de le revoir et de le réentendre. Merci, Mme Joly. Alors, merci tout le monde. Merci. Merci. Bye-bye. Bye-bye.